Sans plus tarder, Yannick Blanc, je vous propose de nous rejoindre pour ouvrir les réflexions sur la question du modèle associatif. Alors, on est très heureux et particulièrement moi, à titre personnel, très heureux de vous revoir puisqu'on a eu l'occasion à plusieurs reprises de réfléchir ensemble au sein de l'Uriops. Et puis, votre regard, il est particulièrement intéressant puisque je sais pas si l'expression est heureuse, mais votre carrière fait que vous avez été des deux côtés de la table. Vous avez à la fois une carrière de haut fonctionnaire, en étant notamment préfet du Vaucluse, haut commissaire à l'engagement civique, mais aussi un engagement dans le monde associatif, en étant président, puis désormais vice-président de la Fonda, qui est un think tank associatif. Alors, on est particulièrement intéressé de vous entendre. Alors, évidemment, de nous dire quelques mots de la Fonda. Je ne sais pas si tout le monde connaît la Fonda, de nous dire aussi, du point de vue de la Fonda, finalement, quels sont les grands enjeux du secteur associatif qu'on peut identifier aujourd'hui. Et puis peut-être faire un focus sur trois sujets qui sont des sujets, en tout cas, qu'on a identifiés comme étant des sujets d'avenir dans le cadre de la préparation de cette journée. Un premier qui est celui de la place des gouvernances et plus largement des bénévoles et de l'engagement dans un contexte où on pourrait considérer qu'on fait face à une plus grande technocratisation de l'action associative, en particulier dans le secteur social, médico-social. En face de ça, de voir comment est-ce que les associations, elles peuvent maintenir une fonction que je qualifierais de militante, de ne pas être un simple opérateur qui répond à une commande publique, mais d'être vraiment dans une fonction de contribution, de co-construction de ces politiques sociales. Et puis toujours pour ces associations, dans ce contexte-là, de voir comment est-ce qu'elles font aussi la preuve de leur utilité sociale, de leur impact social, puisque ce sont des sujets que vous avez travaillés, notamment en collaboration avec l'Avise. Merci. Oui, ça marche. Merci Ahmed, merci à tous de votre accueil. Je me mets un chronomètre pour contrôler mon temps de parole. C'est pas la première fois que j'interviens dans une rencontre organisée par l'Uriops. C'est même parce qu'on se connaît que Ahmed a eu l'idée de m'inviter ici. Mais c'est la première fois que je viens dans cet arrondissement, dans cette partie du département du Nord que je ne connaissais pas. Et c'est une belle occasion. Ce que Bernard Collin vient de rappeler montre la force du fait associatif, la continuité de l'engagement à travers la diversité des causes. C'est très frappant dans ces institutions du champ social de voir se succéder la tuberculose, la persécution des Juifs, les crises économiques, le chômage, le handicap, les questions de l'enfance, et puis les questions auxquelles nos sociétés sont confrontées aujourd'hui. Et à travers la diversité de ces crises, de ces causes, de ces moments de perplexité, on s'aperçoit que le fait associatif a une force qui traverse le temps. Et je pense que c'est important c'est l'occasion, puisque vous fêtez votre centenaire, c'est l'occasion d'affirmer votre force, votre fierté d'être ce que vous êtes, et c'est l'objet de mon intervention aujourd'hui, de regarder comment ce que vous êtes aujourd'hui vous permet d'affronter l'incertitude de l'avenir. L'avenir est incertain par définition. Nous ne sommes pas les premiers, depuis que l'humanité existe, à nous gratter la tête en nous demandant ce qui va nous arriver demain, mais nous disposons d'un certain nombre d'outils, de méthodes, de capacités de réfléchir pour ne pas nous laisser déstabiliser par les incertitudes de l'avenir. Alors, je vais prendre ma zapette pour faire défiler les slides. Je voudrais, donc, en un peu plus d'une demi-heure, d'abord vous faire toucher du doigt où sont les forces et d'une certaine manière, ce qu'on pourrait appeler les faiblesses du monde associatif. Vous verrez que le mot faiblesse n'est pas exactement le meilleur, mais à côté de sa force d'ensemble, le monde associatif, par sa structure même,
parce que la complexité de la réalité que recouvre le fait associatif peut avoir à certains moments des difficultés à se faire reconnaître et à se faire comprendre. Et puis, à partir de là, et pour répondre aux questions que Ahmed a soulevées, j'essaierai de vous emmener sur 3 sujets qui me paraissent être des sujets porteurs d'avenir. Ce travail est le fruit d'un travail collectif mené dans le cadre de la Fonda. La Fonda est une association qui a été créée en 1981, après qu'une autre association qui s'appelait l'association, excusez-moi, l'association pour le développement des associations de progrès, qui a été créée à la fin des années 70. Et le premier objet de la Fonda a été de militer pour que le monde associatif, dans sa diversité, s'organise et s'exprime d'une seule voix. Et cette idée que le monde associatif devait agir de concert, de manière intersectorielle, cette idée a rencontré à la fin des années 70 de violentes oppositions dans le monde associatif. Les différents secteurs, il y avait des chefs à plumes de tel ou tel secteur qui estimaient que leur identité sectorielle n'était pas mélangeable avec celle d'autres secteurs associatifs et que faire parler d'une même voix le médico-social, le sport, l'éducation populaire et la culture, ça n'avait pas de sens. Alors il y a eu des claquements de porte, des démissions, etc. Et puis l'idée a lentement fait son chemin. Et donc la Fonda a été créée en 1981. Et elle s'appelle la Fonda parce que le projet initial de cette création était de créer une fondation pour la vie associative. L'idée c'était de lever des fonds, d'avoir de l'argent et d'être une fondation pour travailler sur le développement de la vie associative. Alors le diminutif est resté, puis la fondation n'a jamais vu le jour. Ça n'a pas empêché la Fonda de se développer. Pendant 20 ans, la Fonda a été le seul lieu du monde associatif où des responsables associatifs de tous les secteurs, de tous les courants se retrouvaient. Pendant 20 ans, la Fonda a tenu le rôle que sont aujourd'hui celui, si vous voulez, du mouvement associatif et du Haut Conseil pour la vie associative, qui sont des structures qui sont nées du travail de la Fonda. La Fonda a aussi été l'endroit, par exemple, où, dans les années 80, on a rédigé l'amendement Coluche. Le président de la Fonda a raconté lors de notre 40e anniversaire comment il y avait été un soir à une de ces fêtes mémorables que Coluche organisait chez lui pour lui expliquer comment porter l'amendement, l'idée qu'il y avait derrière. L'amendement Coluche, c'est celui qui a créé le premier régime fiscal de déduction des dons aux associations. Bon, je vous la fais courte. Lorsque les structures d'organisation du monde associatif ont été créées, la Fonda n'a plus eu ce rôle à jouer et elle est donc devenue un think tank, un laboratoire d'idées. Et ce laboratoire d'idées, donc qui fait des études, de la recherche, qui organise des débats, qui organise des groupes de travail, etc. Ce laboratoire d'idées, depuis une dizaine d'années, organise une bonne partie de son activité autour de la démarche prospective. Alors, la démarche prospective, c'est un ensemble de méthodes pour travailler sur l'avenir, imaginer l'avenir, structurer l'avenir. La prospective n'est pas de la futurologie. Nous ne sommes ni des prophètes, ni des prévisionnistes. Personne ne sait ce qui va se passer demain, et la prospective ne prétend pas le faire. Le job de la prospective, c'est de fournir à ceux qui sont dans l'action, aux décideurs de toute nature, comment dirais-je, une cartographie, un quadrillage, une analyse des données qui vont déterminer l'avenir. Ces données, elles sont multiples. Et il y a toujours des événements imprévus qui arrivent, mais quand on a fait un travail de prospective, quand on a analysé un ensemble de phénomènes soit très importants, soit très massifs, soit à peine émergents, qu'on appelle des signaux faibles. Quand on les a organisés dans une représentation, quand l'imprévisible se produit, on est à l'aise dans le paysage dans lequel il arrive. Et donc on est plus à même de réagir à ce qui se passe. On est moins dans la perplexité, dans le désarroi par rapport à un ensemble de phénomènes qu'on ne comprend pas forcément. La prospective, c'est ça, c'est interroger, analyser le présent, les données du présent, pour pouvoir se projeter dans l'avenir. Et c'est ce que je vais donc essayer de faire aujourd'hui.
Alors, première partie, je l'ai dit, force et faiblesse du monde associatif. Et la première force, c'est le nombre. Ce sont des chiffres que vous connaissez. Je ne vais pas être trop long, mais ils sont quand même tout à fait spectaculaires parce que depuis plus d'un quart de siècle, même depuis une quarantaine d'années, il y a une dynamique de création d'associations qui ne s'est jamais démentie. Alors, ce que je viens de dire doit être quand même marqué d'un bémol, c'est que la crise sanitaire, la pandémie, a provoqué une baisse de la dynamique associative, une baisse du nombre de créations d'associations, une baisse du nombre de participations bénévoles, et il est trop tôt pour dire si il y a un effet durable ou si c'est un effet purement conjoncturel. Mais vous voyez ici les chiffres. On a un taux de croissance annuel de 2,5% dans les années les plus récentes, et on a un taux global d'adhésion qui est de 48%. Donc le fait associatif, il est massivement présent dans la société et il est présent dans tous les secteurs de la société. 24 millions d'adhérents aux associations, c'est quand même un chiffre tout à fait considérable. Les associations, ce sont des adhérents, ce sont des bénévoles et ce sont des salariés. Là encore, ce sont des chiffres qui sont bien connus. Il y a à la fois il y a un peu moins d'1,5 million d'équivalents temps plein assurés par les bénévoles et un peu plus d'1,5 million d'équivalents temps plein salariés dans les associations. Ce sont des chiffres de 2017. Nous aurons bientôt des chiffres plus récents, mais nous ne les avons pas encore. C'est donc un secteur qui pèse lourd, qui pèse plus lourd que beaucoup de secteurs industriels, dont certains pensent qu'ils sont essentiels à l'évolution de la société. Et cette force-là, elle ne doit pas être sous-estimée. Ce chiffre représente 10% de l'emploi privé. Vous voyez, autant que le bâtiment et travaux publics et l'agroalimentaire réunis, pour donner des comparaisons. Ce qui est le plus important, c'est que le salaire annuel moyen dans le secteur associatif est plus élevé que le salaire annuel moyen dans le secteur privé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des emplois mal payés ou des emplois précaires dans le monde associatif, notamment parce qu'il y a beaucoup d'emplois à temps partiel, mais les associations n'ont pas à rougir de la qualité du travail chez elles. Et ça se mesure notamment par le fait que lorsque on interroge les salariés, ils donnent une note de qualité de la vie au travail plus élevée dans le secteur associatif que dans le secteur privé. La place des associations se mesure aussi à leur importance dans un certain nombre de secteurs d'activité de la société. Et bien entendu, le secteur médico-social, le secteur sanitaire et médico-social occupe une place essentielle dans ce poids relatif des associations. Je fais comme votre président, je vous dis que c'est pas la peine de prendre de notes parce que, bien entendu, ce PowerPoint, vous pourrez le récupérer après cette conférence. Le point faible, je vous l'ai dit, c'est la complexité du fait associatif. Et là, vous allez voir, au fond, quand on dit le monde associatif, le fait associatif, les associations, on a quand même affaire à un univers qui est d'une assez grande complexité. Donc, je vais vous montrer une série de camemberts, mais peut-être je devrais appeler ça des maroilles, puisqu'on est ici, où on va comparer les différentes dimensions quantitatives. Je vous ai parlé de la force du nombre, mais derrière ce nombre, on s'aperçoit qu'il y a une diversité qui rend les choses parfois pas tout à fait faciles à comprendre. Voilà d'abord la première statistique, c'est la répartition du nombre d'associations par secteur d'activité. Donc là, on compare un nombre d'associations sans tenir compte de la taille des associations. Et qu'est-ce qui est frappant dans cette première répartition, c'est que les 2/3 des associations se répartissent entre culture, loisirs et sport. Les 2/3 des associations ne sont pas des associations qui défendent des causes ou qui s'attaquent à des problèmes, ce sont des associations qui sont créées pour que les gens qui en sont membres puissent se livrer à leurs loisirs favoris.
Loisirs, sport, culture, tourisme, bon, les associations sportives, tout le monde connaît leur importance. Dans le nombre d'associations, l'association, c'est une façon d'agir ensemble sur des sujets qui sont quand même plutôt des sujets d'agrément, même si ces sujets d'agrément sont évidemment très importants pour la qualité de la vie. Ça, c'est la première caractéristique. Et quand vous comparez, quand vous regardez dans ce tableau, on a regroupé là humanitaire, social, santé, c'est 14%, éducation, c'est 3%, défense des droits et des causes, 12%. Donc c'est quand même une assez nettement minoritaire. Maintenant, si on compare deuxième camembert, si on regarde la répartition des participations bénévoles. Qu'est-ce que c'est qu'une participation bénévole? C'est un moment consacré à la vie associative. Dans les participations bénévoles, on additionne le fait que les gens, pendant l'année, ont eu une action bénévole, quelle que soit la durée de cette action bénévole. On va ensuite comparer, évidemment, dans le bénévolat, la répartition entre le type d'engagement bénévole. Il y a des bénévoles occasionnels et il y a des bénévoles permanents, si j'ose dire. Là, on a fait masse de tout ça et on s'aperçoit que si le sport, les loisirs et la culture représentent encore une part importante, on est passé des 2 tiers à moins de la moitié. Et en revanche, le social et la défense des droits et des causes représentent eux-mêmes également un peu moins de la moitié. Donc vous voyez que en termes de force bénévole, déjà le rapport de force, enfin l'équilibre du système associatif est déjà différent et la part réservée à une action associative correspondant à de l'engagement est plus importante. Maintenant, si on regarde les associations du point de vue de l'emploi, évidemment, on a un paysage totalement différent, puisque on va avoir, si vous partez du médico-social en passant par la santé et en allant à l'aide sociale et l'action humanitaire, vous voyez que vous avez là, à nouveau, les 2 tiers des associations qui sont regroupées là-dedans. Donc, si vous considérez le nombre d'associations, si vous considérez le poids relatif du bénévolat, ou si vous considérez le poids des emplois, vous allez avoir un paysage, une composition du paysage associatif extraordinairement différent. Si bien que, lorsque on parle d'une politique associative, lorsqu'on réclame au pouvoir public d'avoir une politique associative, il y a un réel risque de confusion. Et d'ailleurs, depuis une trentaine d'années que je m'intéresse à ces questions et que j'y suis assez actif, je n'ai jamais vu un ministre, un secrétaire d'État ou un gouvernement capable de définir clairement ce qu'était sa politique de la vie associative. Et je pense que c'est pas demain la veille. Le dernier camembert, c'est la répartition du budget associatif. Et qu'est-ce que ça nous dit, ça? Ça nous dit que 71% des associations, du point de vue du budget, ont un budget supérieur à 500 000 euros. Ça veut dire que les grandes associations pèsent beaucoup plus lourd que les plus petites. Les plus petites pèsent beaucoup plus lourd en nombre. Elles pèsent beaucoup plus lourd en nombre de personnes et en participation bénévole. Les plus grosses pèsent beaucoup plus lourd en nombre de salariés et en budget. Et dans les plus grosses, le secteur médico-social se taille évidemment la part du lion. Donc, entre le fait associatif dans sa diversité et l'univers sanitaire et médico-social, vous voyez qu'il y a quand même comment dirais-je, une proximité. Le poids de votre secteur dans le monde associatif est essentiel. Mais le reste du fait associatif est lui très important pour la population. Le nombre de participations bénévoles, le nombre d'adhérents se porte beaucoup sur le secteur des loisirs, alors que la force économique, la force de l'emploi, l'utilité, je dirais, directe des associations est plus dans le secteur médico-social. Voilà, un fait associatif massif, présent dans tous les secteurs de la société sans exception, avec un poids relatif
un mode d'intervention, un mode de gouvernance, des structures très différentes entre la petite association d'activités de loisirs ou sportives locales, la grande association médico-sociale, la Croix-Rouge, la grande association d'action sociale ou humanitaire comme les Restaurants du Cœur, comme le Secours catholique, etc. On a un univers avec des acteurs formidablement différents. Et pourtant, tous ces acteurs sont confrontés à un certain nombre de phénomènes qui leur sont communs. On va donc essayer, à travers les tendances qu'on observe et les ruptures qui se produisent ou qui sont susceptibles de se produire dans un proche avenir, on va essayer de décrypter la façon dont le fait associatif, le monde associatif, va peser sur l'évolution de la société. Lorsqu'on a commencé à faire de la prospective à la Fonda, la formule que j'employais pour expliquer aux responsables associatifs avec lesquels on travaillait l'intérêt de la prospective, ça consistait à leur dire pour la plupart d'entre vous, votre association a été créée pour changer le monde. En petit, en grand, sur des sujets importants, sur des sujets graves ou sur des sujets plus légers. Mais bien souvent, vous ne vous êtes pas rendu compte que le monde avait changé plus vite que vous. On est aujourd'hui partiellement dans cette situation, mais on s'aperçoit que sur un certain nombre de questions, les associations sont des acteurs clés des transformations de la société et parfois des acteurs plus importants, plus influents qu'elles ne le pensent elles-mêmes. C'est ça qu'on va essayer de décrypter. Premier élément qui caractérise le fait associatif, et premier élément, je dirais, de débat particulièrement important dans le secteur médico-social, la place du bénévolat et de l'engagement. J'ai participé à des débats sur ce sujet, notamment avec les dirigeants de l'UNAPI. Et dans les associations de l'UNAPI, dans les associations parentales, il y a un certain nombre d'endroits où il y a un essoufflement du fait associatif. Il y a une génération de parents qui a créé les associations de l'UNAPI. Ils les ont créées en tant que parents parce qu'ils avaient des enfants en situation de handicap. Ils ont, leur réussite est absolument éclatante. Non seulement par la force du nombre, les 75 000 bénévoles, les 90 000 salariés, les 200 000 bénéficiaires de l'UNAPI, c'est un succès formidable. Et puis ce succès, il a un autre aspect qui est à la fois fantastique et paradoxal, c'est le vieillissement des personnes en situation de handicap. Vous avez, Monsieur le Président, tout à l'heure parlé des personnes retraitées. Lorsque les associations parentales ont été créées, les enfants en situation de handicap ne dépassaient guère le stade de l'enfance et de l'adolescence. Aujourd'hui, ceux qui travaillent le plus, ces dirigeants d'associations qui sont eux-mêmes en fin de vie, c'est que leurs enfants vont leur survivre. Leurs enfants en situation de handicap, qui sont eux-mêmes en train d'arriver dans la vieillesse, vont leur survivre. Et ça, évidemment, ça pose des problèmes extrêmement aigus. Et puis, il y a des changements de génération, il y a des changements de comportement. Et ces dirigeants ont parfois beaucoup de difficultés à renouveler la participation des parents et à faire venir les parents dans leurs organes de gouvernance. C'est un phénomène qu'on connaît dans tous les secteurs de la vie associative. Parfois, il y a eu à l'UNAPI un certain nombre de réflexions disant mais est-ce qu'on ne devrait pas laisser tomber la structure associative et puis transformer nos établissements en fondations. Une fondation, c'est juste un conseil d'administration d'une douzaine de membres et puis des salariés, et on va plus poser le problème de l'engagement bénévole. Donc ce problème, il est aigu dans votre secteur et il faut essayer de comprendre la place que prend l'engagement bénévole. Et ici, je voudrais surtout insister sur le fait, et c'est une réflexion relativement récente de ma part, parce qu'elle repose sur une enquête qui a été menée en 2021 par une chercheuse de Sciences Po qui s'appelle Anne Muxel. Ma réflexion là, c'est de dire il faut distinguer bénévolat et engagement. Ce sont deux phénomènes qui, bien entendu, convergent et jouent un rôle essentiel dans la vie des associations. Mais quand on regarde le monde associatif dans son ensemble, le poids et l'évolution du bénévolat d'un côté, le poids et l'évolution de l'engagement de l'autre côté ne sont pas identiques. Voilà une première donnée, ça rejoint l'idée de la force du nombre, c'est
la dynamique du bénévolat depuis maintenant 20 ans. Encore que la dernière enquête est de 2017, donc c'était sur 15, mais le résultat est spectaculaire. Alors que pendant ces 20 ans, j'ai presque toujours entendu les responsables associatifs dire « on trouve plus de bénévoles, on n'arrive pas à renouveler nos conseils d'administration, les gens sont individualistes, ils veulent plus s'engager, etc. » Pendant ce temps-là, le nombre de participations bénévoles était multiplié par 2,5. Une croissance de 150% en 15 ans du nombre de participations bénévoles. Donc, dans la société, le fait bénévole, l'attitude consistant à donner des heures, à participer bénévolement à des actions, est une tendance forte. L'énergie de base, la ressource primaire, si vous voulez, de la vie associative, elle est présente dans la société et elle ne diminue pas. En revanche, cette ressource, elle est évidemment relativement fragmentée, relativement diverse. 80% du bénévolat est assuré par un tiers des bénévoles. On le sait bien, on a des bénévoles qui sont les piliers de la vie associative et d'autres qui sont là de manière plus passagère. 52% des participations bénévoles sont occasionnelles et cependant, la part du bénévolat régulier est plutôt en progression. Ça, c'est contre-intuitif parce que tout le monde a l'impression que les bénévoles zappent. En fait, ils zappent pas tellement. Ils sont présents de manière moins continue dans la vie de l'association, mais il y a deux phénomènes. La première, c'est que malgré tout, la part du bénévolat régulier ne diminue pas. Et surtout, ça c'est encore le résultat d'une autre enquête qui avait été menée par l'AFEV, l'association qui mobilise des étudiants pour faire de l'aide aux devoirs. On se rendait compte que chez les jeunes, même si les participations bénévoles étaient relativement ponctuelles ou occasionnelles, pour la majorité d'entre eux, les participations ponctuelles se déroulaient dans le même cadre associatif. Ils sont ponctuels, mais ils reviennent régulièrement. Vous avez enfin, bien entendu, la différence générationnelle. Les 55 ans et plus donnent en moyenne 130 heures par an, et les 18-54 ans, en moyenne 81 heures par an. La place des retraités dans le bénévolat est tout à fait essentielle, ce qui est, je dirais, bêtement normal, puisque nous sommes dans une société vieillissante, et que dans cette société vieillissante, la classe d'âge des seniors actifs est le phénomène qui a connu le développement le plus important. Là, je vous ai parlé du bénévolat. Maintenant, je vais vous parler de l'engagement. Alors, il y a une première donnée qui est extrêmement intéressante, c'est que l'engagement est une valeur. C'est une valeur positive pour 82% des Français. Et c'est une valeur très positive pour 19% d'entre eux. Ce chiffre monte à 24% chez les jeunes et à 27% chez les gilets jaunes. Donc oui, s'engager, c'est aussi contester, c'est aussi protester. Mais le chiffre clé là-dedans, c'est la différence entre les 19% de moyenne pour la valeur très positive et les 24% chez les jeunes. Il n'y a pas de crise, de déclin, de baisse de la valeur de l'engagement dans la société. C'est une valeur montante puisqu'elle est plébiscitée chez les jeunes. 63% des Français se considèrent engagés et ce pourcentage monte à 72% chez les jeunes. Ça, c'est la première donnée. Mais là où les choses se compliquent, c'est quand on demande aux Français comment ils s'engagent. Et là, on s'aperçoit que la valeur de l'engagement et la façon dont l'engagement se traduit dans l'action ne correspond pas au comportement de participation bénévole. Vous voyez ici, les associations occupent une place essentielle. Le don aux associations, c'est la deuxième modalité de l'engagement, mais c'est le don, c'est pas forcément l'engagement bénévole. On s'aperçoit que être membre d'une association pour défendre une cause, c'est un pourcentage relativement réduit. Réduit, mais beaucoup, beaucoup plus important que le fait d'être membre d'un parti ou d'un syndicat. Donc, le fait associatif est au cœur de l'engagement. Ça, il n'y a pas de doute, mais malgré tout, signer une pétition, boycotter des produits, c'est une modalité d'engagement qui concerne un bien plus grand nombre de gens. Donc oui,
il y a dans la façon de s'engager chez nos concitoyens quelque chose de plus intermittent, de plus fragmenté, de plus éclaté que le fait de prendre une carte et d'adhérer à une association. Malgré tout, ce phénomène-là, il est très présent dans la société compte tenu de la valeur que les gens représentent à l'engagement. Et puis ça, ce sont des jugements portés par les personnes interrogées sur ce qu'ils estiment efficace. C'est pas forcément ce qu'ils font eux, c'est qu'est-ce qu'ils estiment efficace. Et la Palme d'Or revient à s'engager dans une association. Donc, l'engagement est une valeur positive pour l'immense majorité des Français, très positive pour une minorité non négligeable, et les Français considèrent que l'engagement dans une association est la forme la plus efficace de l'engagement. Ce pourcentage est de 80% chez les jeunes. Voilà, donc vous voyez tous ces chiffres, ils vont dans le même sens. Regardez les autres pourcentages. Le vote est lui-même considéré comme une forme clé de l'engagement, même s'il y a plus de gens qui pensent que c'est efficace que de gens qui vont voter à certaines élections, sans doute parce qu'ils pensent qu'à certaines élections, voter n'est pas efficace. C'est un débat qu'on n'aura pas aujourd'hui. Le don occupe une place très importante et les réseaux sociaux ont évidemment pris une place qui va bientôt probablement dépasser celui de la manifestation. Voilà les moyens d'action jugés efficaces et donc l'action par l'association est au cœur. Voilà une première tendance. Le civisme, la volonté d'engagement, le goût de l'intérêt général, l'intérêt pour les causes ne diminue pas dans la société. La façon de le manifester se diversifie. Les outils pour le manifester se transforment, voire les réseaux sociaux par exemple. Les associations n'ont nullement le monopole de l'engagement, mais elles restent une forme centrale de l'engagement, à la fois sur ce qui est possible de faire pour un individu lambda, je vais dire, et à la fois par ce qu'elles incarnent aux yeux de l'ensemble des Français. Même si l'ensemble des Français sont loin de s'engager personnellement par l'adhésion à une association, ils jugent que la forme la plus efficace de l'engagement, c'est l'adhésion à une association. Ça, c'est, je crois, une première tendance fondamentale. Il n'y a pas d'affaiblissement, il n'y a pas de déclin, il n'y a pas de marginalisation du fait associatif. Il est au cœur de la relation que les individus, dans une société plus individualiste, il est au cœur de la relation que les individus entretiennent avec les causes collectives. Le rapport de l'individu au collectif, et c'est un des problèmes clés auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, le rapport des individus au collectif est de moins en moins incarné par les institutions publiques, violemment moins incarné par les partis politiques. Il reste très profondément incarné par l'engagement associatif. Ma deuxième tendance qui va déboucher sur des ruptures, elle porte sur le modèle socio-économique des associations. Ça fait maintenant une bonne quinzaine d'années que on entend cette complainte sur la baisse des financements. Le poids économique du secteur associatif, tel que je vous l'ai rappelé tout à l'heure à travers quelques chiffres, ne diminue pas. Mais le financement public, lui, occupe dans le modèle économique global des associations une place de plus en plus modeste. On est là sur une douzaine d'années, de 2005 à 2017, et on passe de 51% à 44% de financement public et de 49 à 56% de financement privé. On est très clairement à un moment de croisement des courbes. Donc on peut comprendre que collectivement, on ait ressenti ce moment comme un moment de malaise et de crise. Mais c'est peut-être pas ce chiffre-là le plus important que celui-là. Alors là, d'abord, je dois m'excuser parce vous avez deux valeurs qui sont représentées par la même couleur, ce qui n'est pas très très malin, mais c'est pas très grave. Parce que les petits histogrammes verts, ils bougent pas. Ce sont ceux des dons et du mécénat. Dans le budget global des associations, les dons et le mécénat représentent en gros, vous voyez, 5%, 4%, 5%. Il y a une très forte continuité.
Ça ne veut pas dire qu'il faut lever le pied sur la collecte de dons, mais malgré tout, dans le budget global des associations, c'est loin d'être l'essentiel. Les cotisations sont en baisse continue. C'est une baisse lente, mais tendancielle. On a de moins en moins tendance à réclamer une cotisation pour valider l'appartenance à une association. Les subventions publiques, leur poids relatif est passé, alors comme c'est blanc sur jaune, on n'y voit rien, est passé de 34% en 2005 à 20% en 2017. Et ce qui a le plus augmenté, ce qui est en bleu, c'est la participation des usagers. Le financement des associations repose majoritairement aujourd'hui sur la participation des usagers. Vous voyez le transfert de la cotisation, j'appartiens à une organisation, vers je paye en fonction de l'usage que je fais de mon appartenance à l'association. Et puis il y a un autre chiffre qui est extrêmement important, ce sont les histogrammes verts qui sont à droite de chaque année et qui expliquent que les acteurs associatifs disent les financements publics diminuent, c'est relativement vrai, on l'a vu tout à l'heure, et que les représentants de l'État disent mais pas du tout. Regardez nos budgets, il y a une part toujours très importante de nos budgets qui va aux associations. Oui, bien sûr, avec cette nuance que cette part plus importante, elle est passée de la subvention à la commande publique, et que l'association cesse d'être traitée comme un partenaire d'un genre particulier et se trouve banalisé à la hauteur d'un prestataire de service. Je souligne au passage que cette transformation, elle est cohérente avec la transformation du budget de l'État lui-même. Depuis une vingtaine d'années, avec ce qu'on appelle la LOLF, la loi d'orientation relative aux lois de finances, qui a transformé la conception et la structure des budgets publics, l'action de l'État est analysée comme une prestation de service. On fait comme si les administrations étaient purement des prestataires de services, et donc les acteurs publics et les acteurs associatifs sont, si j'ose dire, à la même enseigne. Ils sont traités comme des prestataires de public sur un marché, et on sait à quoi a conduit cette façon de traiter le service public dans le secteur hospitalier. Comment est-ce qu'on peut sortir de ce phénomène? Comment est-ce qu'on peut renverser cette tendance? Comment est-ce qu'on peut démontrer que les associations sont créatrices de valeur pour la société de manière qui leur est spécifique? C'est l'enjeu que la Fonda a identifié il y a maintenant 6 ou 7 ans. Nous avions organisé un groupe. Quand il y a eu la première décision de réduire assez brutalement le budget des collectivités territoriales, c'était vers 2015, nous avons réuni un groupe de travail sur le modèle économique des associations, parce que le collectif des associations citoyennes avait publié une note basée sur un calcul de coin de table, expliquant que la baisse des dotations aux collectivités locales allait entraîner la baisse des subventions des collectivités locales aux associations et que ça allait provoquer la suppression de 250 000 emplois dans le secteur associatif. Alors le raisonnement était vraiment de coin de table, il tenait pas la route, mais l'alerte était quand même intéressante. On a travaillé à la Fonda avec les associations de tous les secteurs sur les questions du modèle économique, et à la fin de ce groupe de travail, j'ai estimé que le grand point faible de l'approche associative sur les questions de financement et d'économie, c'est que les associations se considéraient elles-mêmes, elles avaient intériorisé ce que les technocrates leur disaient, c'est-à-dire qu'elles étaient des centres de coûts, qu'elles étaient des acteurs dépensiers. Et elles se vivaient elles-mêmes comme dépendantes de leurs financeurs publics et privés quand il y en a. Et on n'entendait nulle part l'argumentation sur ce qu'elle produisait en contrepartie du financement. Et nous nous sommes attaqués à la Fonda à ce moment-là à essayer de démontrer que, comme les acteurs économiques, mais selon des modalités différentes et probablement dans des champs différents, les associations sont créatrices de valeur dans la société. Et pour démontrer que les associations sont créatrices de valeur, nous sommes partis d'un outil d'analyse qui s'appelle l'analyse de la chaîne de valeur. C'est une méthode qui a été créée en 1985, 84, 85 par un gourou de Harvard qui s'appelle Michael Porter. Vous voyez que tout ça n'est pas très nouveau. L'intérêt de ce schéma,
l'intérêt de l'analyse de Porter consiste à dire, dans une entreprise, si vous voulez comprendre ce qui fait la performance, l'avantage concurrentiel d'une entreprise, vous ne devez pas baser votre analyse sur un seul des aspects de l'activité de l'entreprise. Une entreprise ne gagne pas parce que sa chaîne de production est plus productive, ou son département de recherche-développement plus inventif, ou son réseau de magasins mieux implanté. La performance d'une entreprise, c'est toujours la combinaison de l'ensemble de ses activités, non seulement les activités dites principales de la chaîne de production, la logistique, la production, le marketing, la distribution, le service après-vente, etc., mais aussi des fonctions support, des activités de soutien, ces activités qui sont à l'arrière de l'entreprise, qui ne sont pas visibles dans le produit, qui ne sont pas visibles dans son comportement commercial, elles peuvent être un facteur clé de sa compétitivité. Je m'étends pas là-dessus, mais le livre de Michael Porter est passionnant parce qu'il est basé sur un très grand nombre d'études comparatives de situations d'entreprise. Et nous, ça nous a intéressé, ce schéma, parce que une des clés de la négociation entre les acteurs associatifs et les financeurs publics, c'est la question du financement du fonctionnement. Dans la transformation du financement public, il y a non seulement la croissance de la commande publique aux dépens de la subvention, mais même quand il y a des subventions, que ce soit de la part de l'État ou de la part des mécènes, des fondations, etc., les gens qui vous financent, ils disent « moi je finance l'action, je finance pas votre fonctionnement ». Et l'intérêt de ce schéma d'analyse, c'est de dire « mais le fonctionnement, il est partie intégrante de la capacité à créer de la valeur ». La façon dont vous gérez vos ressources humaines, la qualité de vos équipes, la qualité de votre organisation, de votre outil informatique, que sais-je, ça fait partie de votre capacité à créer de la valeur. Et si vous ne financez pas correctement les activités de soutien, vous allez un jour ou l'autre détruire la capacité de votre système à produire de la valeur. Et c'est exactement ce qu'on a fait avec l'hôpital. À force de comprimer de manière égale les dépenses dans tous les secteurs d'activité de l'hôpital, de ne pas analyser finement comment se combinaient ces activités pour créer la valeur de l'activité hospitalière qui est la qualité du soin, et aussi la qualité de la vie au travail des soignants, parce que le soin, c'est une relation humaine, et si le soignant se porte mal, il peut évidemment pas soigner correctement le malade. Eh bien, à force d'avoir cette approche uniquement basée sur, pardon pour le jargon, la output, c'est-à-dire le produit qui sort, sans s'intéresser à la chaîne de valeur qui permet d'aller vers le produit, eh bien, on a tué la capacité de l'hôpital à créer de la valeur et on est en train d'en vivre les conséquences. Et nous avons donc repris ce schéma et nous sommes partis d'une idée assez simple qui consistait à dire, mais dans les ressources qui sont mobilisées par l'association, à partir du moment où il y a du financement public, où il y a de l'engagement bénévole, où il y a l'insertion de l'association dans son milieu, dans son territoire, dans son milieu local, il y a une partie importante de ces ressources, c'est ça qui fait la grande différence. Enfin, au bout du compte, ça fait pas tant que ça la différence avec l'entreprise, mais en tout cas, en première approche, ça fait la différence. Beaucoup de ces ressources sont des ressources du commun. Pour que la vie associative soit dynamique, pour qu'elle soit, qu'elle ajoute à la capacité de la société, il faut que la société développe des associations, il faut que les gens aient envie de s'engager, il faut qu'ils aient du temps pour le bénévolat, il faut qu'il y ait des dirigeants qui émanent de la société. La capacité des associations de créer de la valeur commence par les ressources qu'elles vont chercher dans la société et qui sont des ressources qui ne sont pas forcément chiffrées. Un financement public ou la mise à disposition d'une salle municipale, ça peut se chiffrer. La capacité d'une société locale à générer du bénévolat et à produire des dirigeants d'associations parmi ces dirigeants, chez les vétérinaires et les médecins par exemple, ça se mesure pas, ça ne se chiffre pas. Et pourtant, il faut l'inclure dans la façon dont les associations s'alimentent. Et si, en bout de chaîne, bon alors ensuite on applique le même raisonnement, il faut analyser l'ensemble des activités de l'association pour comprendre où se situe la création de valeur. Quand on se demande, mais au fond, l'impact, le fameux impact, la mesure d'impact d'une association, qu'est-ce que c'est? C'est sa capacité, quel que soit son secteur d'activité,
c'est sa capacité à régénérer, à renouveler les ressources de la société. Que ce soit de la culture, du sport, de l'action médico-sociale, la finalité du travail entrepris par l'association, ça va être que les gens aient plus de pouvoir d'agir, plus de capacité, qu'ils aient de la qualité de la vie. Et donc le résultat, au final, viendra régénérer, alimenter les ressources du commun. Et c'est comme ça que de la chaîne de valeur linéaire de l'analyse de l'entreprise concurrentielle, on arrive à une chaîne de valeur circulaire. L'association est un acteur, quel que soit son secteur d'activité, qui est créateur de valeur, et cette valeur, elle se mesure dans sa capacité à régénérer et à renouveler les ressources de la société. Ça, c'est vraiment un point important. Alors, je ne vais pas être trop long parce que je vois que le temps passe sur la façon dont nous avons appliqué ce schéma. Là, c'est l'animation de la vie sociale dans un centre social. C'est un travail de recherche et d'expérimentation que nous avons mené avec la Fédération des centres sociaux et avec le soutien de la Caisse nationale d'allocation familiale, qui s'est intéressée à notre outil d'analyse. Vous l'aurez dans le PowerPoint. Vous verrez que ce principe d'analyse de la chaîne de valeur, il consiste de manière concrète à décomposer les activités et à regarder comment elles s'enchaînent les unes avec les autres. Et on retrouve les actions principale du centre social, la façon dont ces fonctions support viennent alimenter les actions principales, et puis on décompose les effets de l'action du centre social pour les habitants, pour ses bénéficiaires directs, pour le territoire et pour le centre social lui-même. Et ce travail de décomposition permet de montrer que la valeur créée par l'action associative est loin de se limiter à l'impact mesurable sur un seul objectif, mais c'est un ensemble de contributions à ce cycle de la valeur sociale. Je termine avec le troisième élément de tendance. Donc, le premier, c'est les transformations de l'engagement. Le second, c'est la façon dont l'activité associative contribue à créer de la valeur dans la société. Et le troisième, c'est ce qui est en train de se passer dans l'ensemble de nos modes d'action collective et dans lequel les associations jouent un rôle pionnier et un rôle d'éclaireur. Notre système de décision collective est en cours d'effondrement. Le mot effondrement est un côté dramatique, mais enfin, quand on regarde la façon dont évoluent les partis politiques, quand on voit la façon dont les institutions démocratiques sont attaquées et fragilisées partout dans le monde, quand on voit même sur un mode moins dramatique comment le président de la République chez nous utilise l'outil du Conseil de défense pour traiter l'ensemble des problèmes compliqués de la société, qui est parfaitement contraire à la Constitution, on voit bien que la mécanique institutionnelle qui est censée organiser l'action collective est en train de se gripper. Or, dans ce contexte-là, dans un contexte où les citoyens ont de moins en moins confiance dans leurs institutions parce qu'ils considèrent que leur action est de moins en moins efficace, on s'aperçoit que les associations tiennent une place privilégiée. Par rapport aux institutions publiques, aux partis, aux syndicats, aux entreprises, etc. Les associations sont les modes d'action collective les seuls qui continuent à obtenir la confiance de l'ensemble des citoyens, et cela parce que, grâce à leur proximité, les associations sont des outils qui traduisent la capacité d'action. La promesse populiste, qu'est-ce qu'elle est au fond? Elle consiste à dire toute cette quincaillerie démocratique, institutionnelle, d'élection, etc. Ça sert à rien. Il suffit d'avoir un homme fort et cet homme fort se met en action. Il écrase tous les obstacles et vous verrez, on va remplacer l'impuissance par l'action et l'efficacité. Bon, c'est une promesse, c'est une fausse promesse. On s'en aperçoit dans la durée. Mais en revanche, l'acteur associatif, il est visible. Il est à proximité, on peut mesurer empiriquement, de visu, humainement, sa capacité d'action, et c'est pour ça qu'il suscite la confiance. Les institutions publiques et les institutions de l'entreprise, elles sont verticales. Alors la verticalité, elle se traduit par quoi? Elle se traduit
d'abord par le fait que ces institutions sont construites par des systèmes de règles et par un système de hiérarchie des normes, les lois fondamentales, des règles de droit, des règlements, des règles de comportement. Et les institutions, y compris dans le passé les institutions associatives, se sont toutes calées sur ce modèle. On adopte des règles, on adopte un statut, puis après on a un système hiérarchique qui consiste à les appliquer. Je parle de paradigme tutélaire parce que dans ce modèle d'organisation, le sommet de la pyramide détient le pouvoir, et ce qui le rend légitime, c'est qu'il exerce ce pouvoir au bénéfice de ceux qui lui sont subordonnés. Vous savez ce que c'est que la tutelle? Mieux que personne, vous savez ce que c'est que la tutelle. Avoir la tutelle sur quelqu'un, c'est avoir le pouvoir, c'est prendre les décisions à sa place, mais la règle fondamentale de la tutelle, c'est que vous ne prenez de décision qu'au bénéfice de la personne sur laquelle vous avez le pouvoir. Bien. Donc ça, c'est le schéma. Et pourquoi ça avance plus? C'est rouge et ça n'avance plus. Donc il y a un problème de pile. Alors, allons-y, si vous pouvez faire avancer le... Voilà. Et donc ce paradigme, il se traduit par la structure habituelle des grandes organisations qu'on a connu, y compris dans le monde associatif, mais qui est surtout caractéristique des institutions publiques et des entreprises. Vous avez trois niveaux de décision. Vous avez ceux qui conçoivent et qui décident, qui définissent la stratégie, qui interprètent les règles fondamentales. Vous avez ceux qui, les techniciens, ceux qui mettent en musique les décisions, qui ont des savoirs techniques, qui normalisent, encadrent et normalisent l'action. Et puis, vous avez ceux qui sont au niveau de l'exécution, qui sont en bas de la hiérarchie, mais qui néanmoins détiennent des capacités que n'ont pas les éléments supérieurs. Ils ont le savoir-faire concret de l'action. Et ça c'est le modèle sur lequel toutes nos organisations, depuis le XIIIe siècle, ont été conçues et se sont développées. Et là où on peut parler de rupture, c'est que ce mode d'organisation est en train de disparaître progressivement, et il est remplacé par un autre mode d'organisation, c'est la diapo suivante, que j'appelle la communauté d'action. Aujourd'hui, regardez comment on s'y prend quand on veut traiter un problème, mener à bien un projet, se mettre en capacité d'action. On agit comme ça. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça a de particulier ? Première chose, on commence pas par se donner des normes, on commence par se mettre autour d'une table. C'est pour ça que j'ai figuré ce mode d'action par quelque chose de circulaire. On se met autour d'une table et on va essayer de mobiliser autour de la table une variété de compétences, et on va analyser les ressources dont on dispose. Vous avez les ressources à gauche, vous avez les compétences à droite, la réussite de l'action collective va reposer pour l'essentiel sur la capacité d'un acteur ou d'un collectif à mobiliser autour de lui des acteurs qui sont de nature différente, qui ont des compétences différentes. La coopération, la capacité à mettre autour de la table des gens différents devient un critère clé de l'efficacité de l'action. Et qu'est-ce qu'on fait pour agir ? Bien souvent, on se donne une charte. Vous avez sûrement, dans votre vie associative, dans votre vie professionnelle, rencontré des chartes. Qu'est-ce que c'est qu'une charte ? C'est un phénomène très intéressant parce que c'est un phénomène ça n'a jamais été décidé par personne. Vous n'avez nulle part de guide ou de règles sur l'élaboration d'une charte. Et c'est un phénomène pourtant universel. Qu'est-ce que c'est qu'une charte ? À la différence du système précédent où d'abord on écrivait les règles et ensuite on les appliquait, quand on adopte une charte, c'est que on a décidé d'agir et qu'on va aller vérifier avec la charte que cette action est conforme à un certain nombre de règles de nature différente. Il y a là une transformation fondamentale du mode d'agir que l'on rencontre dans les entreprises, avec le phénomène de l'entreprise libérée, avec toutes les tentatives de sortir de la rigidité habituelle de l'entreprise pour aller vers des choses plus souples. Et puis, ce mode d'action, on le trouve aussi dans l'action publique. C'est la diapo suivante et la dernière. Non, c'est pas celle-là. Celle-là, je passe parce que j'ai plus le temps. Voilà. On le trouve aussi beaucoup dans l'action publique. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de domaines où vous voyez la puissance publique qui va essayer d'aller chercher ces modes d'action collectifs.
qui va les. Alors, elle ne les décide pas, elle ne les a pas formalisés, elle ne les a pas normalisés, mais elle les appuie. Les programmes territoriaux de coopération économique, les plans alimentaires territoriaux, les tiers-lieux, ça, ce sont des modes d'action que la puissance publique appuie. Et puis les cités éducatives, c'est ce mode d'action, mettre autour de l'établissement scolaire l'ensemble des acteurs qui contribuent au parcours éducatif des enfants et des jeunes et les faire coopérer ensemble. Et là, il y a une circulaire qui a lancé les cités éducatives. On est dans ce moment. On est dans ce moment où la société ne peut plus se passer de la capacité d'engagement de ses citoyens. On est dans ce moment où les conditions de la création de valeurs collectives sont en train de se transformer. Avec la crise écologique et avec la crise du secteur sanitaire et médico-social, on se rend compte qu'on ne peut pas traiter ces secteurs comme on l'a fait sur les critères économiques qu'on a utilisés ces dernières années. Et on est dans ce moment où la façon d'agir ensemble est beaucoup plus proche de la façon que les associations ont improvisé depuis une vingtaine d'années, la communauté d'action, que de l'organisation administrative ou entrepreneuriale traditionnelle. Nous sommes donc à un moment, c'est ma conclusion, nous sommes donc à un moment où l'acteur associatif, le fait associatif collectivement, est au cœur des transformations sociales. La société de demain ne sera pas inventée par les partis politiques. La société de demain ne sera pas inventée par les institutions publiques ou les administrations. La société de demain sera inventée, certes, en partie par de très grandes entreprises, et notamment celles qui dominent le secteur du numérique. C'est pas notre sujet aujourd'hui, mais on sait que ça pèse très très lourd. Mais elle sera inventée par ceux qui sont capables de mobiliser ces nouveaux outils de l'action collective. Et ceux qui sont capables, ce sont les acteurs associatifs. Je vous remercie. Merci beaucoup Yannick pour ces éléments de réflexion qui vont effectivement dans le sens de ce qu'on évoquait tout à l'heure, à savoir la façon dont les associations finalement peuvent se projeter dans les enjeux et les défis des années qui viennent. Est-ce qu'il y a des questions ou des éléments de réaction dans la salle? Alors, comme le président tout à l'heure, on ne vous voit pas très bien, donc s'il y en a, n'hésitez pas à vous lever. Et il y a un micro qui circule dans la salle. Si personne n'intervient, je vais simplement merci Monsieur Blanc pour cet exposé qui est clair et qui renforce un petit peu, quand on s'entend, tout ce qui a été fait. Ah oui, c'est mieux avec de la lumière dans la salle. Oui, on vous voit, c'est quand même plus sympa. Certaines perspectives. Je voulais simplement vous dire qu'ici, il y a un stade dans les associations. Vous avez donné les chiffres, vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Vous avez parlé d'un 1,5 million associations actives en métropole. En gros, il paraît qu'il en existe 3 millions ou 4 millions. Donc, ça veut dire qu'il y a les 3/4 qui dorment dans les sous-préfectures, dans des sièges, etc., qui peuvent être arrivés, mais que personne ne va déloger. Là-dedans, nous, ici, j'ai oublié de dire tout à l'heure, l'association est reconnue d'utilité publique. C'est un niveau. C'est un niveau intermédiaire qui n'est pas anodin, vous le savez. Hein. C'est-à-dire que c'est une procédure assez lourde, c'est un arrêté qui vous déclare reconnu d'utilité publique, ça date de 1934 en ce qui concerne l'association. Où nous sommes rendus compte un petit peu de la puissance de cette qualification, c'est que lorsqu'en 2017, nous appelions encore œuvre du réventorium de l'arrondissement d'Avesnes, on nous a dit, et l'article 1, donc l'objet de l'association, n'était plus tout à fait en coordination avec ce que nous faisons, donc on nous a demandé de modifier les statuts. Et c'est là qu'on a vu le caractère RUP de l'association qui vous fait rentrer dans une procédure de 1 an et demi à 2 ans, avec intervention du ministère de l'Intérieur et du Conseil d'État, tout simplement parce qu'il y a un regard de l'État à partir du moment
des associations comme la nôtre a une grosse part de financement venant de l'ARS, des collectivités, du conseil départemental, etc. Donc il y a un regard de l'État, notamment sur notre patrimoine immobilier. On fait vraiment plus qu'on veut. Donc ça signifie que même si on n'a pas de commissaire gouvernement qui siège au conseil d'administration, il y a quand même sur ce type d'association-là, donc on m'a donné le chiffre à l'époque, c'est 1300, 1400. Mais celle-là, c'est, je ne vais pas dire l'élite, mais c'est quelque chose qui est dans la démarche loi 1901, quelque chose qui est assez refermé et recontrôlé beaucoup plus qu'une association locale. De type 1901. Je connais un peu le sujet parce que j'étais en charge des associations et des fondations RUP au ministère de l'Intérieur pendant 10 ans. Deux remarques. Premièrement, la reconnaissance d'utilité publique est bien plus ancienne que le droit d'association. Elle a un siècle de plus. Elle date de la Restauration, ça n'a pas tout à fait un siècle. C'était une procédure faite pour contourner les interdictions de la loi Le Chapelier. Bon, je raconte pas l'histoire, mais c'est assez intéressant parce que à la base c'est une procédure d'exception et ça explique pourquoi le Conseil d'État joue un rôle dans cette procédure. C'est que c'est une procédure discrétionnaire, mais discrétionnaire tempérée par l'intervention du Conseil d'État comme régulateur de la façon dont l'État exerce ce pouvoir discrétionnaire. La deuxième remarque, c'est qu'à mes yeux, la reconnaissance d'utilité publique ne sert à rien. Pourquoi ? Parce que vous l'avez dit, la procédure pour l'obtenir et la procédure pour modifier ces statuts est extrêmement lourde et qu'il y a effectivement à ce moment-là un regard, un contrôle, etc. En revanche, cette procédure ne comporte aucune disposition permettant le suivi. Donc les critères pour l'obtenir sont très difficiles à réunir, surtout pour les fondations, mais même pour les associations. Et une fois qu'on a obtenu les critères, après on vit sa vie. Il y a aucune modalité de révision, de revoyure, etc. Or, on s'aperçoit que ce qui est important quand on veut garantir la qualité de l'action d'une association, c'est le suivi dans la durée, évidemment, parce que les choses changent, parce que les équipes se transforment, parce qu'il y a de nouveaux problèmes qui arrivent, parce que un modèle économique, un patrimoine immobilier, ça évolue, etc. Donc c'est une curiosité archéologique, la reconnaissance d'utilité publique. Que l'État ait la responsabilité de donner un label, une garantie sur la qualité de l'action d'une association, c'est ça, je ne conteste pas l'utilité de ça. La façon dont on le fait aujourd'hui est parfaitement archaïque et totalement inefficace. Si vous voulez avoir des procédures rigoureuses et efficaces de validation de votre mode de fonctionnement, vous avez la charte du don en confiance, qui le fait sous forme de contrôle volontaire, mais de contrôle. Et vous avez IDEAS, dont je préside le comité label, qui, lui, le fait sous forme d'accompagnement par des conseillers bénévoles. C'est une démarche d'amélioration continue dans la durée. C'est beaucoup plus efficace que la RUP. Mais c'est un sujet... C'est un sujet marginal dans l'État et donc il est quasiment impossible de motiver un ministre, quel qu'il soit, pour transformer cette procédure, alors même qu'elle a fait la preuve de son inutilité, en particulier l'année dernière avec le scandale de la Fondation Agir contre l'exclusion, dont on s'est aperçu qu'elle avait, y compris son commissaire aux comptes, n'avait pas fait son boulot et qu'elle avait accumulé plusieurs millions de dettes dans des conditions parfaitement ahurissantes alors qu'elle était reconnue d'utilité publique. Merci pour ces conseils. Lorsque nous changerons de statut, on pensera à vous. Non, mais les statuts, c'est ce que j'essaie de dire dans la dernière partie de mon exposé. Il y a eu un moment où la loi fondamentale de l'association, c'était ses statuts. Aujourd'hui, les statuts, c'est une formalité. Le cœur de votre organisation, c'est votre projet associatif. C'est votre charte, si vous en avez une. Vous avez une charte éthique, vous avez un document dans lequel vous rappelez vos valeurs, ce qui vous motive, etc. Et tout ça, c'est en dehors des statuts. Croire que l'identité, la qualité, la force d'une association repose sur ces statuts, c'est une conception qui est vieille d'un siècle. Dans le siècle dans lequel nous vivons, les formes de l'engagement collectif, la façon dont on formalise le but qu'on poursuit ensemble, les valeurs auxquelles on se réfère, ça a changé. C'est la charte, c'est le projet associatif, c'est le plan stratégique. Tout ça, vous l'avez, sous une forme ou sous une autre. C'est là que ça se passe, la vraie vie associative. Les statuts, c'est une formalité pesante. Et on essaye de s'en débarrasser le plus vite possible et on trouve ça trop long. En revanche, la révision régulière du projet associatif, ça c'est quelque chose d'essentiel dans la vie de l'association. C'est le moment où on fait les bilans et où on prend les vraies décisions. Merci. Est-ce qu'à votre avis, de
Est-ce qu'à votre avis, demander en 1934 la reconnaissance d'utilité publique était aussi sot que vous ne pensez pour aujourd'hui, si c'était demandé aujourd'hui? Ah, mais ça avait un poids symbolique bien plus élevé parce qu'on était dans le monde tutélaire. L'État exerçait sa tutelle sur la société civile et sur les associations. Vous avez vous-même rappelé, dans l'histoire de la naissance de cette institution, comment le rôle du sous-préfet avait été essentiel. Pour agir, il fallait que le sous-préfet soit là. Aujourd'hui, il est sûrement très sympa, le collègue, mais je veux dire, il joue pas un rôle essentiel. Moi, j'ai été préfet. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, quand on est préfet, si on veut jouer un rôle, c'est pas du tout en se plaçant au-dessus, en se plaçant en tutelle des acteurs de la société civile ou du monde économique. C'est en se plaçant en facilitateur, en médiateur, en se mettant au même niveau. On peut jouer un rôle de facilitation de l'action, puis il y a des moments où on joue un rôle un peu plus décisif, dans des moments de crise, etc. Mais la relation entre la puissance publique et la société civile a profondément changé. Et c'est ça qui, malgré la pression des technocrates, des critères de gestion, de la performance, etc. Ça affaiblit la capacité d'action des associations. Mais ce qui renforce la capacité d'action des associations, c'est que sans elles, la puissance publique ne peut rien faire. Et ça, ce rapport de force, je pense que c'est le devoir des mouvements associatifs de le construire, de se donner des outils pour le montrer et pour rentrer dans la négociation avec l'État dans des conditions différentes. Le secteur que vous représentez est entré dans une phase de crise absolument majeure. C'est vrai pour l'aide sociale à l'enfance, c'est vrai pour l'accueil et l'accompagnement du grand âge, c'est vrai pour l'ensemble du secteur sanitaire. On sait bien que le social, le sanitaire, la santé, la médecine, tout le système institutionnel d'organisation pensé pour l'essentiel à la libération, ce système ne fonctionne plus. On n'arrive plus à recruter. Alors ça va vite régler le problème. Dans la façon dont on va devoir reconstruire un système qui ne sera pas le même, rien n'est possible sans les associations. Aucune politique de prévention n'est possible, aucune politique de santé mentale n'est possible, aucune de politique de prise en charge des personnes vulnérables, quelle qu'elle soit, n'est possible non plus. Les associations sont les acteurs clés de cette transformation. Mon message, c'est de leur dire, n'attendez pas du ministre qui vous dise ce qu'il va faire. N'attendez pas du ministre qui vous invite à sa table pour vous demander votre avis. Construisez votre stratégie, donnez votre avis d'abord et invitez le ministre à venir discuter avec vous. C'est ça l'enjeu politique du monde associatif d'aujourd'hui. Merci. Une dernière question. Mélanie, une remarque? Non, ça marche au moins. Ah ouais, d'accord. Non, mais c'est simplement une remarque parce que je sais que vous partez à Nantes tout de suite. Alors je rassure tout le monde, vous y allez pas en char à voile, hein, donc ça devrait aller. Et vous êtes en fin de journée à Lamel. Hein, donc un Exem, voilà. Je ne sors pas de notre sujet. Voilà, on reste dans le jus. Non, simplement effectivement deux remarques très très courtes. Et ceux qui me connaissent savent que je respecte mes engagements. Ce que vous êtes en train de dire, effectivement, est une façon d'imager ce que nous, on est en train de vivre aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un outil pour montrer qui nous sommes et pour pouvoir aussi, alors ce n'est pas la seule, effectivement, raison, mais aussi pour pouvoir peser sur l'échiquier partenarial pour faire effectivement être dans une capacité de se dégager autant que faire se peut de cette relation de prestataire dans lequel on veut à tout prix nous mettre. Et je me souviens encore, il n'y a pas très longtemps, de le dire à notre nouveau président du conseil départemental. Ahmed était présent d'ailleurs, c'était la rentrée sociale il y a quelque temps. On a senti d'ailleurs que pendant le Covid, on était vraiment des partenaires, hein, parce qu'on avait vraiment besoin de nous, hein, on est bien d'accord. Hein, et après le Covid, lui demander mais est-ce qu'on va toujours rester des partenaires? Je laisse bien évidemment d'autres personnes prendre le soin de répondre à cette question. Et donc, simplement, peut-être, alors j'ai pas la prétention d'avoir une conclusion. D'ailleurs, je rassure tout le monde, je prends des notes, tout simplement parce que je dois faire un propos conclusif après les deux interventions de cet après-midi. Donc, vous comprenez qu'il me faut un peu de matière supplémentaire. Tout simplement pour dire, et vous venez de le souligner, rien n'est possible sans les associations. Il y en a quelques-uns ici présents cet après-midi. Je rajouterai le directeur général que je suis, et là
là je reprends une casquette de technicien, et donc rien n'est possible sans les professionnels de nos institutions. Et effectivement, tout à l'heure, vous l'avez dit, les essentiels, les non essentiels. Alors vous ne l'avez pas évoqué sous ces termes-là, hein, effectivement, et c'était très, très positif et très intéressant ce que vous avez dit, dans le sens où effectivement, et je vais pas faire un mauvais, je prends des risques hein, là, parce que ça veut dire que j'ai pris des notes, mais j'ai peut-être pas tout compris, et bien entendu, mais sur l'échelle de valeur, effectivement, vous l'avez souligné, toutes les personnes sont importantes pour produire, effectivement, voilà. Et c'est vraiment, moi, je pense qu'effectivement, quelque chose d'important que je voulais souligner juste avant votre départ. Et sur ce terrain-là, il y a une chose que vous ne mesurez pas, c'est que par rapport à ce qu'était la situation au début de ma vie professionnelle, il y a une quarantaine d'années, il y a eu une perte de compétences de la part des administrations. Il y a des tas de métiers. Il y a les parcours professionnels des gens qui travaillent dans l'administration, les critères sur lesquels ils sont jugés, promus, etc., les sujets dont ils s'occupent, ils ont progressivement perdu une bonne partie des compétences techniques, des compétences métiers. Il n'y a plus que des gestionnaires dans l'administration aujourd'hui. Plus que de chiffres, de budget, etc. Et donc, quand on est confronté à un problème social majeur, l'effondrement de l'aide sociale à l'enfance, la question de l'hébergement et de l'accompagnement du grand âge, etc. L'administration est dépourvue. Elle ne peut pas construire un plan. Elle n'a pas le savoir, elle ne sait pas de quoi il s'agit, elle n'a pas les compétences à l'intérieur. Pourquoi est-ce que les cabinets de conseil ont pris une telle place dans les politiques publiques? Parce que les compétences ont été perdues en interne. On a réduit les effectifs. On est en train de supprimer les grands corps de l'État. Tout ça, il y a une perte de substance dans la capacité d'agir collective, et elle n'est plus dans l'administration. Elle est chez vous. Parce que vous avez la proximité du terrain, vous avez dirigé des établissements, vous avez une certaine stabilité dans vos emplois, donc vous avez de la mémoire, vous avez accumulé des savoir-faire, donc vous avez une base sur laquelle vous pouvez... Alors, ça a un défaut possible, c'est que vous soyez conservateur, puisque ça pourrait vous amener à dire, puisqu'on a toujours fait comme ça, on va continuer à faire pareil. Mais inversement, et c'est la force de la dimension associative de vos organisations, parce que vous êtes dans un dialogue permanent entre professionnels, dirigeants, bénévoles et personnes accompagnées, ça c'est une dynamique qui vous permet d'imaginer comment faire autrement. Vous avez les bases de compétences, de savoir-faire et de communication pour le faire que l'État n'a pas. Alors, j'ai une grande confiance dans l'actuel ministre chargé du secteur social, puisqu'il vient de chez nous, si j'ose dire. Il était directeur général de la Croix-Rouge. Et la Croix-Rouge est une organisation intéressante parce que elle est très ancienne, elle est très vaste, elle est très structurée, et elle s'est engagée dans un processus de transformation extrêmement profond. Donc ce garçon, il sait ce que c'est que transformer les organismes complexes. Donc, lui, au moins, il a personnellement les compétences qu'on peut attendre d'un ministre chargé de ce secteur. Est-ce que politiquement, il aura la capacité de les développer? C'est une autre affaire. Encore merci, Yannick. Je pense qu'on peut à nouveau vous applaudir pour votre intervention. C'est un plaisir, comme à chaque fois.